Quand tout le monde te méprise, c'est souvent là que Dieu commence à écrire ton miracle. Muriel, il est presque 18 heures. Le repas n'est toujours pas prêt. Dis-moi un peu, où tu étais depuis tout ce temps? Tata, j'ai été chez le voisin. Je l'aidais à déménager ses affaires. Chez quel voisin? Donc c'est là-bas que tu passes maintenant ton temps. Dis-moi, tu es allé encore te retirer dans ce trou-là du village pour aider les gens. Tata, ce n'est pas un trou. C'est juste des personnes qui avaient besoin d'aide. Besoin d'aide. Et toi là, tu es déjà sorti de tes propres problèmes pour aider les autres. Regarde-toi, tu crois que quelqu'un viendra t'aider un jour. Tata, moi je pense que quand on aide les autres, Dieu voit ça. Dieu, ne commence pas avec tes histoires-là. Dieu va t'aider comment? Avec ce français cassé que tu parles là. Tata, je fais mon possible. Je parle comme je peux. Ton possible. Ah, le français souffre dans ta bouche, Muriel. Même la grammaire te regarde et pleure. Écoute-toi seulement, on dirait que les mots se battent pour sortir. Tata, ce n'est pas gentil. La vie n'est pas gentille non plus. Si je ne te parle pas comme ça, qui va te parler? Tu crois que quelqu'un va te respecter avec ce niveau-là? Tu crois que ton avenir se trouve chez les voisins à porter des casseroles? Moi je crois que chacun a son temps. Je crois que Dieu peut changer les choses. Change quoi? Ta situation, ton intelligence, ou ton destin? Muriel, ouvre les yeux. Dans cette famille, on ne devient pas quelqu'un en rêvant. Tata, même si vous vous moquez de moi je crois toujours que Dieu n'a pas fini avec mon histoire. Ton histoire? Quelle histoire? Une fille sans relation, sans argent, sans niveau. Va préparer le repas. Les rêves ne remplissent pas les marmites. Un jour, Tata, même toi, tu verras ce que Dieu peut faire. Pauvre enfant, elle rêve trop. Bonsoir Aïcha. Bonsoir chérie. Comment était la journée? Comme d'habitude. Moi au travail, c'était compliqué aujourd'hui. Mais Dieu merci, on est rentré en vie. Et Muriel? Elle va bien? Pourquoi tu demandes toujours après Muriel? Je demande seulement. C'est une enfant de la maison, non? Ah bon, depuis quand? Donc ici là, il n'y a que Muriel. C'est elle la seule enfant de cette maison. Aïcha, calme-toi. Je n'ai rien dit de mal. Non? Dis-moi, pourquoi tu t'intéresses autant à elle? C'est parce que c'est ta petite nièce villageoise que tu prends tant à cœur comme ça. Aïcha, fais attention à ce que tu dis. Attention à quoi? La vérité te gêne. Depuis qu'elle est ici, c'est Muriel a mangé. Muriel va bien. Muriel ceci, Muriel cela. Parce que c'est une humaine. Parce que c'est une enfant. Une enfant qui ne sert à rien. Elle parle mal, elle ne comprend rien, et en plus elle passe son temps chez les voisins. Même les animaux domestiques qu'on garde à la maison ont de la valeur. Comment ça? Même une chèvre, même un chien, on les nourrit, on s'en occupe, on les protège. Alors dis-moi, pourquoi Muriel ne serait pas importante? Tu la compares maintenant aux animaux. Non. Je dis qu'on donne de l'importance même à ceux qui ne parlent pas. Muriel, elle, parle. Elle ressent. Elle pleure. Donc c'est moi la mauvaise maintenant. Je n'ai pas dit ça. Mais la façon dont tu lui parles, ce n'est pas juste. Ce n'est pas ma fille. Mais c'est une enfant que Dieu a mise sous notre toit. Tu ne sais pas ce que cette fille deviendra demain. Elle, devenir quoi? Parfois, ce sont ceux qu'on méprise aujourd'hui que Dieu élève demain. Ne me fatigue pas avec tes sermons. Ce n'est pas un sermon. C'est un avertissement. Fais attention, Aïcha. On ne sait jamais par qui Dieu va nous bénir, ou nous juger. Aïcha, il faut qu'on parle. Encore? Oui. Parce que ce que tu fais semblant de ne pas voir, moi je le vois. Dis-moi, depuis quand est-ce que tu as cuisiné pour la dernière fois? Comment ça? Depuis quand as-tu lavé le sol? Depuis quand as-tu repassé un seul de mes habits? Où tu veux en venir? À la vérité. Chaque matin, quand je me réveille, le petit déjeuner est prêt. Chaque soir, quand je rentre fatigué, le repas est chaud. Et ce n'est pas toi. Tu sais bien que... Oui, je sais très bien. C'est Muriel qui cuisine. C'est Muriel qui nettoie la maison.
C'est Muriel qui lave et repasse mes vêtements. Elle est là pour aider, non. Aider? Aïcha, sans elle, on ne mange même pas dans cette maison. Tu exagères. Non. Je dis la vérité que tu refuses d'entendre. Quand tu dors, elle se lève. Quand tu te reposes, elle travaille. Et malgré tout ça, tu la méprises. Donc maintenant je suis devenue méchante. Je dis que tu es injuste. Cette fille fait la cuisine, le nettoyage, le repassage, tout ce qui fait tenir cette maison debout. Et alors, je l'ai recueillie. La recueillir, ce n'est pas l'écraser. Aïcha, même Dieu récompense le travail caché. Tu penses qu'elle ne comprend pas? Qu'elle ne sent pas ton mépris? Elle pleure en silence. Un jour, cette fille quittera cette maison. Qu'elle parte alors. Et ce jour-là, tu comprendras ce qu'elle valait. Fais attention, Aïcha. Parfois, Dieu place la bénédiction juste devant nous, mais à force de mépriser, on la chasse nous-mêmes. Seigneur, toi au moins, tu vois. Maman, Qu'est-ce qu'il y a encore? regarde ça. Tu as fini ton argent de beignet. Justement. Avant, papa me donnait l'argent pour 2 sachets.de. Beignet maintenant, c'est un seul. Et alors? Depuis que Muriel est arrivée ici. Avant elle, rien ne manquait. Tu es sûr que c'est à cause d'elle? Maman, ouvre les yeux. Papa commence à tout calculer. Il dit qu'il faut économiser, qu'il y a beaucoup de charges à la maison. Beaucoup de charges. Oui. Et devine qui est la charge? Ta nièce. Cette fille. Maman, ce n'est pas normal. Je suis son fils. C'est moi qui devrais passer en premier. Tu as raison. Depuis qu'elle est là, ton père ne me donne même plus l'argent comme avant. Même toi, Oui, il dit qu'il faut reconnaître ses efforts. ses efforts. Comme si balayer et faire la cuisine donne le droit de manger notre argent. Maman, si ça continue comme ça, demain il va même lui payer l'école. Tu crois? Je connais papa. Aujourd'hui c'est les beignets, demain ce sera l'héritage. Ne dis pas ça. Pourquoi pas? Tu crois qu'il ne va pas la préférer s'il continue à jouer la fille sage? Cette fille. Maman, il faut faire quelque chose. Comme quoi? Lui rappeler sa place. Oui, il ne faut pas qu'elle oublie d'où elle vient. Ici, ce n'est pas sa maison. Exactement. Et moi, je veux retrouver mes beignets. Dis-moi une chose, et regarde-moi bien dans les yeux. Depuis quand est-ce que tu as décidé, seul, de réduire l'argent de poche de tes enfants? Depuis quand est-ce que leurs besoins ne comptent plus? Depuis quand est-ce que tu prends des décisions sans m'en parler, comme si je n'étais plus la mère de cette maison? Tu sais très bien que ces enfants ont leurs habitudes, leurs petits plaisirs, leurs beignets du matin, pourquoi tout à coup tu changes tout, hein? Ou bien il y a quelque chose que tu ne me dis pas? Aïcha, je te regarde, et je t'écoute. Et justement parce que je suis le père de cette maison, parce que je vois tout ce qui se passe ici chaque jour, j'ai pris cette décision en toute conscience. Tu parles des habitudes de nos enfants, mais tu oublies une chose essentielle, Muriel vit ici sans argent de beignet, sans argent de poche, sans privilège, et pourtant elle se lève chaque matin, elle travaille, elle ne se plaint pas, elle ne réclame rien. Si elle peut vivre comme ça, alors nos enfants aussi peuvent le faire. Comment peux-tu comparer mes enfants à Muriel? Elle n'est pas à leur niveau. Elle est venue ici les mains vides, sans père, sans mère, sans rien apporter. Mes enfants, eux, sont nés dans cette maison, ils ont des droits. Tu ne peux pas leur enlever ce qui leur appartient sous prétexte de vouloir faire plaisir à une fille étrangère à notre foyer. Justement, Aïcha, c'est ce mot-là qui me fait peur, étrangère. Depuis quand une enfant qui vit sous notre toit devient-elle une étrangère? Depuis quand la souffrance a-t-elle un rang? Depuis quand l'estomac d'un enfant vaut plus qu'un autre? Je n'ai rien fait pour faire plaisir à Muriel. J'ai fait ça pour enseigner quelque chose à nos enfants, l'humilité, le partage, et le respect de la dignité humaine. Donc tu veux m'apprendre à éduquer mes enfants maintenant. Tu veux leur apprendre à se priver pendant qu'une nièce venue du village mange à la même table qu'eux. Tu veux que mes enfants souffrent pour équilibrer ta conscience. Moi je refuse. Je refuse que mes enfants payent le prix d'une situation que je n'ai pas demandée. Aïcha,
tes enfants ne souffrent pas. Ils apprennent. Ils apprennent que le confort n'est pas un droit éternel. Ils apprennent que la vie ne tourne pas autour des beignets et de l'argent. Ils apprennent que dans cette maison, personne n'est supérieur à l'autre. Et si cette leçon te dérange, c'est peut-être parce qu'elle te concerne aussi. Donc pour toi, si Muriel vit sans rien, mes enfants doivent aussi vivre sans rien. Je dis ceci, et je le dis clairement, tant que Muriel vivra ici sans argent de poche, sans beignets, sans privilèges, alors personne dans cette maison n'en aura. Pas par méchanceté, mais par justice. Parce que je refuse de bénir une injustice dans une maison que Dieu m'a confiée. Aïcha, il y a une chose que tu continues d'éviter depuis le début, et pourtant c'est la plus importante. Quand ta sœur est morte, quand Muriel s'est retrouvée sans repère, c'est toi qui as pris la décision. Personne ne t'a forcé. Tu as dit, je vais la garder à la maison. Mais au lieu de la garder pour lui donner un avenir, tu l'as gardée pour laver les popotes, pour nettoyer les casseroles, pour balayer la cour dès l'aube, pour repasser les habits des autres pendant que les enfants de la maison allaient à l'école. Fais attention à ce que tu dis. Tu parles comme si j'étais un monstre. Cette fille serait où aujourd'hui si je ne l'avais pas prise? Dans la rue, au village à souffrir. Je l'ai nourrie, je lui ai donné un toit, je lui ai donné un nom ici. Ce n'est pas rien. Un toit sans avenir n'est pas une bénédiction. Une assiette sans éducation n'est pas une solution. Tu dis que tu l'as nourrie, mais à quel prix, Aïcha? Pendant que tes enfants révisaient leurs leçons, Muriel frottait les marmites. Pendant que tu dormais, elle était déjà debout dans la cuisine. Et quand il a fallu choisir entre l'envoyer à l'école ou l'utiliser pour tenir la maison, tu as choisi la popote. Tu crois que l'école tombe du ciel. Tu crois que les frais se paient seuls. J'ai pensé à la survie de cette maison. Quelqu'un devait aider, et elle était là. Non, Aïcha. Quelqu'un devait protéger son avenir, pas l'enterrer sous tes casseroles. Tu as fait un choix. Un choix de confort. Un choix qui t'arrangeait. Et aujourd'hui, tu es fâché à parce que je refuse de continuer à bâtir cette maison sur l'injustice. Donc maintenant, tout ce qui ne va pas ici, c'est de ma faute. Je ne parle pas de faute. Je parle de responsabilité. Parce qu'un jour, quand Dieu demandera des comptes, il ne demandera pas combien de casseroles étaient propres, il demandera ce que nous avons fait de l'enfant qu'il nous a confié. Et ce jour-là, Aïcha, les popotes ne parleront pas pour toi. Tu ne dors pas? Il faut que les choses soient claires une bonne fois pour toutes. Muriel n'est pas mon enfant. Je ne l'ai pas mise au monde, je ne lui dois pas la même chose que je dois à mes propres enfants. Elle travaille ici, oui, et l'argent qu'elle gagne, elle l'envoie à sa mère au village, donc qu'on ne me fasse pas passer pour la méchante. Je ne la garde pas gratuitement. Elle contribue. Elle fait sa part. Chacun ici fait ce qu'il peut pour survivre. Aïcha, c'est justement là que tu te trompes profondément. Un enfant n'est pas défini par le sang qui coule dans ses veines, mais par le toit sous lequel il dort et par les responsabilités que les adultes prennent pour lui. Muriel vit ici. Elle mange ici. Elle travaille ici. Elle souffre ici. À partir de ce moment, elle devient un enfant comme les autres aides de cette maison. Donc tu veux dire que je dois être une nièce venue du village exactement comme mes enfants. Tu oublies que, je les ai portés 9 mois. Tu oublies les sacrifices que j'ai faits pour eux. Je n'oublie rien. Mais je refuse que tes sacrifices deviennent une excuse pour priver un autre enfant de son droit à l'avenir. Si la vie de Muriel comptait ici, si sa voix avait la moindre valeur, elle fréquenterait l'école, comme tes autres enfants. Elle aurait des cahiers, un uniforme, des rêves à construire. Mais à la place, tu l'as enfermée dans le silence et le travail. Tu parles comme si je lui avais volé quelque chose. Oui, Aïcha. Sans le vouloir peut-être, tu lui as volé le choix. Le choix d'apprendre. Le choix de rêver. Le choix de devenir autre chose qu'un enfant fatigué avant même d'avoir vécu. Et aucun salaire envoyé au village jeune remplacera jamais cela. Maman, il faut que je te dise quelque chose. Mais promets-moi d'abord de ne pas crier, de ne pas poser trop de questions, et surtout de ne pas te moquer. Parle, quand tu parles comme ça, je sais déjà que c'est une bonne nouvelle. J'ai rencontré quelqu'un.
il est sérieux, il travaille, et surtout, il a une voiture. Une voiture, donc ce n'est plus les enfants qui te suivent à pied là-bas. Enfin, je savais que ma fille n'allait pas rester longtemps avec des garçons sans avenir. Maman, sois sérieuse. Il est vraiment différent. Il me respecte, il parle bien, et quand on sort, les gens nous regardent. C'est normal, regarde comment je t'ai élevé. Une fille comme toi ne peut pas finir avec n'importe qui. Il s'appelle comment? Gaston, Un nom qui sonne bien. Et il fait quoi exactement? il se débrouille. Il fait des affaires. Mais maman, l'important ce n'est pas seulement le travail, c'est la vision. Voilà, une fille intelligente ma fille, un homme avec une voiture, c'est un homme qui avance. C'est un homme qu'on respecte. Tu penses? Bien sûr, écoute-moi bien, tu vas l'inviter ici à la maison. Qu'il vienne déjeuner. Qu'il sache que tu viens d'une famille sérieuse. Qu'il voit comment on vit ici. Vraiment? Tu veux le rencontrer? Évidemment, comment peux-tu avoir un omite le cacher à ta mère? On va préparer un bon repas, quelque chose de propre, quelque chose qui montre que nous sommes des gens respectables. Maman, tu vas trop vite. Je ne vais pas trop vite. Je prépare l'avenir. Ma fille doit être vue, ma fille doit être choisie, ma fille doit avancer. Il faut que j'appelle Gaston. Pour le dîner des mains. C'est vrai qu'il se fait très tard. Mais c'est mon homme. Allô, Marilyn, tu sais quelle heure il est. Tu regardes l'heure avant d'appeler quelqu'un ou bien. Je suis en plein sommeil là, et demain je me lève tôt. Gaston, pardon, je sais qu'il est tard, mais je n'arrivais pas à dormir. J'avais quelque chose d'important à te dire, et si je gardais ça jusqu'au matin, je savais que j'allais oublier ou que je n'allais plus avoir le courage. Marilyn, franchement, tout ne doit pas devenir urgent parce que ça te traverse la tête. Il y a des informations qui peuvent très bien attendre le matin. Ce n'est pas comme si la maison allait brûler, ou comme si quelqu'un était malade. Je comprends, mais écoute-moi seulement une minute. Aujourd'hui, j'ai parlé de toi à ma mère. Elle était très contente. Vraiment contente. Elle m'a demandé de t'inviter à la maison pour venir dîner avec nous. Et c'est pour ça que tu m'appelles à cette heure-ci. Marilyn, soyons sérieux. Cette information pouvait clairement attendre demain matin. Tu sais, ce genre de choses, ça se dit quand les gens sont bien réveillés, pas quand on est à moitié endormi. Pour toi peut-être, mais pour moi c'est important. Ma mère ne fait pas ce genre d'invitation à n'importe qui. Quand elle demande à rencontrer quelqu'un, ça veut dire qu'elle te considère déjà comme quelqu'un de sérieux. Marilyn, ce n'est pas parce qu'une mère est contente que le monde doit s'arrêter de tourner. Je respecte ta mère, mais franchement, ce genre de pression familiale, ça peut attendre. Je ne voulais pas te mettre la pression. Je voulais juste te prévenir, pour que tu ne sois pas surpris. La prochaine fois, réfléchis avant d'appeler tard dans la nuit. Tout ce qui concerne ta famille n'est pas forcément urgent pour moi. On en parlera demain. Bonne nuit. Gaston, je peux savoir avec qui tu étais au téléphone à cette heure-ci. Tu regardes l'heure quand tu parles aux gens ou bien. Il est presque minuit, la maison dort, et toi tu es là à parler comme si c'était en plein jour. C'est impoli. C'est un manque total de respect, autant pour la personne que tu appelles que pour les gens qui vivent sous ce toit. Maman, ce n'était rien de grave. C'était juste Marilyn. Elle voulait me dire quelque chose. Juste Marilyn. Donc maintenant on réveille les Gen 7, on se fait réveiller pour des justes conversations. Peu importe la personne, peu importe le message, il y a des heures pour tout. Je ne l'ai pas appelée, maman. C'est elle qui m'a appelé. Et alors, tu étais obligé de répondre. Tu dois apprendre à poser des limites. Tout le monde n'a pas le droit d'entrer dans ton sommeil et dans ta tranquillité quand ça lui chante. Elle m'a dit que sa mère m'invite à dîner. Je n'allais pas raccrocher sans rien dire. À dîner, à cette heure-ci, tu vois bien que ce n'était pas une urgence. Ce genre de messages garde pour le matin, quand les esprits sont clairs, c'est les manières en place. Maman, tu exagères. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime, mais c'est une mauvaise habitude. Et les mauvaises habitudes, si on ne les corrige pas tôt, elles deviennent un caractère. Je t'ai élevé pour que tu sois poli, respectueux du temps des autres, et conscient de ce que tu fais. N'oublie jamais, la façon dont tu gères les petites choses montre l'homme que tu deviendras. D'accord, maman. Je ferai attention la prochaine fois. C'est tout ce que je te demande. Maintenant dors.
Demain sera une longue journée. Gaston, viens ici un moment. Il est crucial que tu comprennes les implications de ta naissance. En tant que prince, tu es la cible de bien des convoitises. Beaucoup de personnes espèrent s'approcher de toi, non pas pour qui tu es réellement, mais pour les avantages que cela peut leur donner. Je crains que tu ne te rendes pas compte de la manière dont l'humanité peut parfois être cruelle et intéressée. Il te faut être vigilant, car il y aura toujours quelqu'un prêt à tirer parti de ta position. Maman, je t'assure que je comprends ce que tu dis, mais la réalité est que personne, ici, ne se doute de ma véritable identité. Je me mêle aux villageois, je vais à la taverne, je participe aux fêtes, et je suis simplement Gaston. Je suis juste un jeune homme parmi tant d'autres. Le fait que je sois prince n'a jamais été un sujet de conversation, et je ne fais rien pour qu'on l'évoque. Ce qui m'importe, c'est de vivre de manière authentique, sans le poids d'un titre qui pourrait obscurcir la perception que les autres ont de moi. C'est admirable, mais pense un instant au risque que tu prends. La vie de prince apporte avec elle des responsabilités et des attentes. En te cachant derrière ce masque d'anonymat, tu pourrais attirer des personnes mal intentionnées, des opportunistes qui cherchent à profiter de ton ignorance. Même si tu es démasqué accidentellement, ces personnes pourraient s'immiscer dans ta vie pour te manipuler. Je tiens à te protéger, au fond de mon cœur, je veux que tu sois en sécurité. Je comprends tes craintes, mais, dis-moi, quelle vie serait la mienne si je devais constamment m'inquiéter d'être exploité? Si je ne peux même pas m'amuser sans me demander qui peut tirer profit de mon identité, alors à quoi bon vivre? Mes interactions avec les autres me permettent de découvrir la vérité sur les gens, leurs intentions. Si un jour je me rends compte qu'on me trompe, alors je pourrais réévaluer mes relations. Mais pour l'heure, vivre comme un simple villageois est tout ce que je désire. Cela me fait sentir libre. Oh, mon cher fils, la liberté a souvent un prix. Il y a de ces moments où la naïveté peut t'aveugler. Que faire si quelqu'un découvre finalement ta véritable identité et t'exploite pour arriver à ses fins? Il ne s'agirait pas seulement d'être trahi par un ami, mais d'un véritable affrontement avec ceux qui pourraient chercher à nuire à notre famille. Je sais que tu veux croire en la bonté des gens, mais la réalité est parfois plus sinistre que l'utopie que tu te dessines. Je suis conscient que certains peuvent être malveillants, mais je préfère ignorer cette possibilité pour le moment. Maman, je ne veux pas vivre dans la peur ou la méfiance. Je veux découvrir le monde tel qu'il est, sans préjugés. Qui sait, peut-être que les gens réagiront différemment si jamais ils découvrent ma véritable identité. Alors, je serai en mesure de déterminer qui m'aime pour moi-même et non pour mon statut. En me faisant passer pour un simple homme, je m'expose certes à des risques, mais je découvre aussi des vérités que je ne pourrais jamais connaître en restant à l'abri derrière un palanquin princier. Bien que je sois la mère qui t'a élevé, je ne peux qu'écouter ton raisonnement. Mais fais attention, mon fils, car le monde n'est pas toujours aussi bienveillant qu'il le devrait. Un jour, ta quête d'authenticité pourrait te coûter cher. Fais des rencontres, forge des amitiés, mais garde toujours à l'esprit la précaution que ta condition exige. Même si tes intentions sont pures, il se pourrait que ce ne soit pas le cas pour ceux qui t'entourent. Je prends note de tes conseils et de ta sagesse, mère. Je promets de rester vigilant. Mais je suis également convaincu qu'il est nécessaire d'avoir foi en l'humanité. Après tout, chacun mérite la chance d'être connu pour ses qualités et non pour un titre qui n'est qu'une façade. Je vais continuer à vivre ainsi, au jour le jour, et je te tiendrai informé de mes découvertes. Maman, comment tu me trouves? Trop belle mon amour. Maman, dis-moi franchement, comment je suis? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que je suis assez belle pour qu'il me remarque vraiment, pour qu'il voit que je suis la fille de la maison, celle qui mérite toute l'attention, celle que tout le monde envie quand il arrive? Ma fille, regarde-toi. Tu es magnifique, parfaite comme toujours. Tout est à sa place. Tes cheveux, tes vêtements, ton maquillage, on dirait que tu es sortie d'un magazine. Gaston va te remarquer, crois-moi. Quand il verra une fille comme toi, impeccable et charmant, il saura qu'il est devant une vraie princesse, pas juste une enfant ordinaire de la maison. Ma fille, ce déjeuner doit être parfait. Tout doit être impeccable. Chaque détail compte. Même son regard sera capté par ta beauté. Et moi alors? C'est le dîner de ta sœur. En quoi tu es concerné? Gaston doit être là. Je vais aller ouvrir.
C'est pas ton travail, c'est le travail de Muriel. Non, ce n'est pas ton travail. Tu restes ici et tu te tiens tranquille. C'est moi qui décide qui ouvre et qui ne ouvre pas, Muriel. Va ouvrir la porte immédiatement, ne traîne pas, et ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit sur le chemin. C'est un invité important et tu sais très bien qu'on ne fait pas attendre quelqu'un qui vient pour déjeuner ici. Oui, tante Aïcha. Je vais ouvrir la porte tout de suite. Merci de me faire confiance pour ce travail, même si je ne suis pas toujours au centre des regards, je ferai ce que je peux pour que tout se passe bien. B, bonjour, monsieur Gaston, vous êtes bien, venu pour le déjeuner? Je suis Muriel, la nièce de tante Aïcha, vous pouvez entrer, si vous voulez, hein? Bonjour, Muriel. Merci pour l'accueil. Juste un petit conseil. On ne dit pas « vous pouvez entrer », mais plutôt « vous pouvez entrer, s'il vous plaît ». C'est juste pour que ton français soit un peu plus élégant. Tu as déjà beaucoup de courage à m'accueillir ainsi, mais avec un petit ajustement, tu peux faire très bonne impression. Ah, je comprends, monsieur Gaston. Merci beaucoup de me corriger. Je veux bien apprendre, parce que je veux bien parler correctement, pour ne pas me faire honte, et pour être respectueuse envers vous. Alors, vous pouvez, entrer, maintenant? Merci, Muriel. C'est très gentil de ta part de m'inviter ainsi. Et ne t'inquiète pas pour les fautes. Apprendre prend du temps, et le plus important, c'est ton cœur, ton respect et ton attitude, et ça, tu l'as déjà en abondance. Maintenant, je te suis. Je suis sûr que tout est prêt pour le déjeuner, et je suis ravi de rencontrer ta famille. Oui, monsieur Gaston. Merci beaucoup. Je vais vous montrer le chemin, et je vous souhaite un bon déjeuner, même si je ne mange pas avec vous, mais je fais tout pour que tout se passe bien pour vous. Merci beaucoup, tante Aïcha, pour ce déjeuner. C'était vraiment délicieux, tout était parfait, du début à la fin. Je n'ai jamais mangé un repas aussi soigné et agréable depuis longtemps. Vraiment, je vous remercie pour votre accueil et pour tout le travail que vous avez mis dans cette table. Oh, tu sais, Gaston, tout cela, c'est grâce à ma fille Marilyn. C'est elle qui a préparé ce repas avec tant de soin, c'est elle qui a tout fait, du début à la fin, et moi je n'ai fait que superviser un peu. Tu vois comme elle est appliquée et talentueuse. Tu comprends pourquoi je suis si fier d'elle. Excusez-moi, Gaston, mais à l'église, on nous apprend à toujours dire la vérité, même si c'est difficile, même si ça déplaît aux grands. Alors je dois vous dire que, en réalité, Rose, Marilyn, ne connaît rien en cuisine, et que c'est Muriel qui a tout préparé. Elle a tout fait, du début à la fin, et même pour que ça soit parfait, c'est elle qui a pensé à chaque détail, de la sauce aux assiettes, en passant par le dessert. Comment? Quoi, qu'est-ce que tu dis là, gamin? Comment oses-tu corriger ta mère? Comment oses-tu insinuer que ma fille, ma propre fille, n'a rien fait? Muriel, tu n'avais pas intérêt à laisser ton frère dire des bêtises pareilles. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Tante Aïcha, je ne voulais pas, mais je ne pouvais pas laisser mentir, surtout devant monsieur Gaston. C'est moi qui ai cuisiné, c'est vrai, je n'ai pas cherché à me faire remarquer, mais le repas est prêt, et tout le monde a mangé, alors je devais dire la vérité, même si ça vous déplaît, tante Aïcha. Merci, Muriel, merci de votre sincérité. Vraiment, ça montre beaucoup de courage et d'intégrité. Je respecte cela énormément. C'est rare de rencontrer quelqu'un qui ne cherche pas à se faire remarquer, mais qui fait les choses correctement et sans rien attendre en retour. Vous voyez, monsieur Gaston, à l'église, on nous apprend que la vérité triomphe toujours. Même si certains n'aiment pas l'entendre, elle rend tout plus juste. Gaston, tu sais quoi? Je veux bien t'accompagner un peu. Mais tu dois m'inviter à sortir avec toi, comme ça, je ne marche pas seule. Sinon, tu te rends compte, c'est embarrassant pour une fille de ma classe sociale de se promener seule. Marilyn, je comprends ton envie, mais mes parents sont très pauvres. Alors il faut que tu patientes un peu. Je ne veux pas t'emmener dans un endroit où tu ne serais pas à l'aise. Le temps viendra, mais il faut respecter la situation de chacun. Ah bon? Mais, alors cette voiture que tu l'as prise où? C'est la voiture des clients de mon garage. Je suis garagiste. Je la teste pour voir si elle est bien arrangée, pour m'assurer que tout fonctionne correctement avant de la rendre. Elle n'est pas à moi, ce n'est pas ma richesse personnelle.
Ah, je vois, donc tu es pauvre, et pourtant tu veux me flatter, pourquoi? Tu crois que tu peux impressionner une fille de ma classe sociale avec ça? Non, Gaston, moi, je ne marche pas avec les pauvres. Ma classe sociale, c'est Muriel, tu sais, mais avec toi, tu causes avec moi, et les pauvres s'attirent. Tu sais, Marilyn, la richesse et la classe sociale, ce n'est pas ce qui fait un bon couple. Si l'on suit ton raisonnement, les riches se marieraient seulement avec les riches, et les pauvres avec les pauvres. Mais regarde Muriel, elle a un cœur pur, un courage que tu n'as jamais vu. Elle travaille dur, avec intégrité, elle ne cherche pas à se faire remarquer, et c'est ce qui la rend vraiment précieuse. Si l'on devait former un couple qui partage vraiment la vie, Muriel et moi, nous ferions un bon couple, pas parce qu'on a de l'argent, mais parce que nous nous comprenons, nous partageons les mêmes valeurs, et nous savons ce que c'est que de commencer sans rien. Ah. Donc, tu veux dire, que tu vas avec une fille de village? Tu plaisantes? Moi, je suis de la classe sociale, et toi, tu me dis que le village, la pauvreté, c'est mieux pour toi? Non, Gaston, moi, je ne marcherai jamais avec quelqu'un comme toi, tu comprends? Va donc former ton couple avec les pauvres et les villageois, moi, je reste dans ma classe. Muriel, tu sais, je n'ai jamais compris pourquoi certaines personnes pensent que l'argent ou la classe sociale font tout. Tu as vu tout à l'heure, Marilyn, elle mesure tout avec ce qu'elle possède, ce qu'elle porte, ce qu'on peut admirer chez elle. Mais toi, tu fais tout avec simplicité, avec respect, avec un cœur pur. Et crois-moi, ça vaut bien plus que toutes les voitures ou toutes les tenues de luxe. Merci, monsieur Gaston. C'est gentil ce que vous dites. Je ne veux pas être admiré pour ce que j'ai, parce que je n'ai presque rien. Mais j'aime faire les choses correctement. Je respecte les autres, même si je n'ai pas les moyens de faire comme eux, et je crois qu'au final, c'est ça qui rend une personne digne de confiance. Exactement. Tu comprends mieux que beaucoup d'adultes. C'est rare de rencontrer quelqu'un qui ne cherche pas la reconnaissance pour l'apparence, mais pour la valeur réelle, pour ce qu'elle fait de bon autour d'elle. Je peux te dire, tu as quelque chose de spécial, Muriel, quelque chose qu'aucune richesse ne pourra jamais acheter. Et c'est ce qui me donne envie de te connaître davantage. Monsieur Gaston, je ne sais pas quoi dire. Je ne veux pas paraître trop audacieuse, mais je voudrais apprendre de vous aussi. Apprendre à faire mieux, à parler mieux, à comprendre le monde, et si je peux, partager un peu de ce que je sais avec vous. Muriel, tu dis ça et tu ne réalises pas combien ça montre ton courage et ta grandeur. Tu veux apprendre, mais tu as déjà un cœur rempli de sagesse. Je suis sûr que, ensemble, on peut vraiment s'entraider. Pas parce qu'on a beaucoup, mais parce qu'on a la volonté de faire bien, de rester honnête, de respecter les autres et de bâtir quelque chose de vrai. Oui, monsieur Gaston, même si nous venons de mondes différents, même si certains nous jugent ou pensent que nous n'avons rien, je crois que, ensemble, nous pouvons être heureux, nous pouvons être un bon couple, pas pour l'argent, mais pour ce que nous sommes, et ce que nous partageons. Muriel, tu sais quoi? Je crois la même chose. Peu importe les jugements des autres, peu importe ce que les riches ou les prétentieux peuvent dire, ce qui compte, c'est le respect, la confiance et le cœur pur. Et je crois, que toi et moi, nous avons déjà tout ça. Muriel, donne-moi ton contact. C'est quoi le contact? Je ne connais pas. Tu as un téléphone. Oui, à ma tante Aïcha. Elle me le donne quand je finis de travailler. Donne-moi ton numéro, je vais t'appeler. Ok, d'accord. Tu as de quoi noter? Oui. Bienvenue sur notre chaîne. Abonnez-vous. Merci. Elle n'avait plus de parents, pas de soutien, pas d'amour, juste des humiliations, mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Dieu préparait son élévation. Maman, tu sais quoi? Gaston, c'est un pauvre. Comment ça, un pauvre? Il est venu ici avec une belle voiture. Justement. La voiture n'est même pas à lui. Il l'a empruntée au garage d'un ami pour m'impressionner. Tu te rends compte? Il a joué la comédie devant nous. Donc, il nous a menti. Oui maman. Il vit dans un petit appartement. Il n'a même pas encore stabilisé sa situation. Il m'a dit qu'il construit petit à petit.
Petit à petit? Moi? Écoute-moi bien, Marilyn. Tu n'es pas née pour construire petit à petit avec quelqu'un, tu es née pour briller. Ma fille ne souffrira pas comme moi j'ai souffert, tu comprends. Les pauvres promettent le ciel, mais ils offrent les larmes. Mais maman, tu sais que je ne peux pas te décevoir. L'amour ne paye pas les factures. L'amour ne construit pas des maisons. L'amour ne protège pas une femme du mépris du monde. Donc, je dois trouver un vrai riche et plus vite? Regarde-toi, tu as grandi dans le luxe. Tu fréquentes des gens de classe, tu crois que je vais te laisser descendre. Très vrai ma petite maman chérie. Un homme qui commence par mentir, finit par échouer. Coupe ça. Immédiatement, ma fille ne sort pas avec les pauvres. Et si un jour, il réussit? Alors il reviendra, mais ce jour-là, il ne sera plus pauvre. Maman, tu sais quoi? Il est encore dehors. Qui ça? Gaston. Il est en train de pleurer, dans les bras de Muriel. Muriel, l'orpheline. Oui maman. Comme on dit, qui s'assemble se ressemble. Regarde-moi ça, le pauvre consolé par l'orpheline. Franchement maman, ça me fait rire. Muriel qui veut consoler quelqu'un? Et elle lui dit. Gaston, ne pleure pas, ça va aller. Même le français elle n'arrive pas à bien le parler, elle va le consoler en quelle langue? Peut-être en langue des larmes. C'est de là, la misère attire la misère. Ils peuvent pleurer ensemble, ça ne changera rien à leurs conditions. Au moins, je me suis débarrassée de lui. Alors Muriel, tu as fini de consoler le pauvre, que j'ai laissé dehors? Il ne pleurait pas parce qu'il est pauvre, il pleurait parce qu'il a été humilié. Oh, écoutez-moi ça. Depuis quand tu es devenu psychologue? Et puis dis-moi, tu l'as consolé en quelle langue? Parce que même le français, tu le massacres. Le cœur n'a pas besoin d'un bon accent pour consoler. Regarde-la qui parle maintenant. Muriel, dans cette maison, chacun doit connaître sa place. Muriel, fais attention à ton ton. Je ne manque de respect à personne, tante. Je dis juste que la douleur, tout le monde la comprend. Peu importe la langue. Toi et lui, c'est pareil. Deux pauvres qui veulent se sauver entre eux. Être pauvre n'est pas une honte. Humilier quelqu'un, ça, c'en est une. Tu commences à oublier que tu vis ici par charité. Je n'oublie rien, tante. Mais Dieu non plus n'oublie personne. Oh s'il te plaît, ne commence pas avec tes phrases de prière. Je ne prie pas pour répondre. Je prie pour rester forte. Écoute, Muriel, pendant que vous priez tous les deux, la vraie vie continue sans vous. Et toi, ma chère, tu ferais mieux de te rappeler que la pauvreté n'est pas une vertu. Je sais, mais l'humilité, le courage et l'amour, ça, ce n'est pas la pauvreté. Regarde-moi ça, toi et ce Gaston, vous avez un lien très fort, la pauvreté. Oui, la pauvreté. Leurs cœurs battent pour la misère. Et ton Dieu, Muriel, le Dieu que tu pries si fort, il sait unir les gens, hein. Exactement maman. Ils vont bien s'entendre, ils ont tellement en commun. Seigneur, écoute-moi, s'il te plaît, écoute le cri de mon cœur. Mon père est parti pour toujours, laissons derrière lui un vide que personne ne peut combler. Ma mère, si pauvre, au village, elle fait de son mieux, mais la misère nous poursuit comme une ombre, et moi, je suis ici, obligée de vivre chez ma propre tante, obligée de travailler, de plier mon dos, de nettoyer, de cuisiner, de subir les ordres, et chaque jour, je subis les moqueries, les rires, les regards méprisants. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ma vie doit-elle être ainsi? Pourquoi devrais-je porter cette croix seule? Pourquoi ceux qui ont tout, rient-ils de ceux qui n'ont rien? Pourquoi mon cœur, si plein d'espoir, est-il chaque jour écrasé par la méchanceté? Seigneur, je sais que tu es là, je crois en toi, mais je suis fatiguée, tellement fatiguée de pleurer, fatiguée de mendier un peu de respect, un peu de gentillesse, un peu d'amour. Mon âme est lourde, mon cœur est brisé, et pourtant, je continue de me tenir debout. Seigneur, je te supplie, change ma situation, transforme ma vie, donne-moi une chance, juste une chance, de briller, de montrer que je ne suis pas seulement l'orpheline,
Aide-moi à prouver que la pauvreté et l'humiliation ne définissent pas mon destin, Seigneur. Fais que demain soit différent, fais que demain apporte de l'espoir, de la lumière. Donne-moi la force de supporter les moqueries, de résister à l'injustice, de garder mon cœur pur. Seigneur, je t'appelle, réveille ma vie, éclaire mon chemin, guide mes pas, car je sais au fond de moi, que toi seul peux changer ce qui semble impossible. Seigneur, je t'offre mon cœur, mes larmes, mon espoir. Transforme ma douleur en victoire, ma souffrance en force, car je crois en toi, et je sais qu'avec toi, tout est possible. Aïcha, je t'en prie, dis-moi pourquoi tu fais souffrir cet enfant? Pourquoi la forcer à vivre cette humiliation chaque jour? Pourquoi lui briser le cœur, alors qu'elle n'a jamais rien fait pour mériter tout ça? Regarde-la, dehors, pleurant seule, dans sa chambre, une fille, à peine adolescente, et tu la traites comme si elle n'avait aucune valeur? Quoi, tu es sérieux? Tu oses me demander pourquoi? Ce n'est pas ma fille, et crois-moi, je n'ai aucune compassion pour elle. Aucune compassion? Aïcha, comment peux-tu dire ça? C'est ta nièce. C'est la fille de ton frère ou de ta sœur, et tu laisses ton orgueil et ta jalousie décider de sa vie. Elle a perdu son père, elle a perdu sa mère, et toi, tu l'enfonces encore plus dans la misère. Et alors quoi? Tu crois que je dois tout supporter parce qu'elle a perdu ses parents? Ce n'est pas moi qui ai tué son père. Ce n'est pas moi qui a laissé sa mère pauvre et incapable de s'occuper d'elle. Alors pourquoi devrais-je pleurer pour elle ou la traiter comme ma fille? Aïcha, tu te rends compte de ce que tu dis? Tu parles de ce n'est pas moi, mais regarde-toi. Elle vit sous ton toit. Elle travaille pour toi. Elle subit tes moqueries tous les jours. Et toi, tu oses parler de culpabilité comme si tu étais innocent. C'est toi qui as le pouvoir, et tu choisis de l'écraser. Je n'écrase personne. Je lui montre la réalité, la vraie vie. La vie n'est pas faite pour les faibles, et elle doit apprendre. Si elle ne comprend pas ça maintenant, elle ne comprendra jamais. La réalité? Aïcha, humilier une enfant, la rabaisser parce qu'elle est orpheline, c'est ça ta réalité? Tu penses qu'en lui brisant le cœur, elle va apprendre quelque chose? Non. Tu ne fais que cultiver la haine, la peur, et la douleur. Tu ne vois pas? Elle pleure seule, dans le silence, et personne ne vient la protéger, même moi, je n'arrive pas à rester tranquille en voyant ça. Et toi alors, tu veux quoi? Que je devienne faible comme toi? Que je la prenne dans mes bras et que je lui dise que tout ira bien? Elle doit comprendre que la vie ne fait pas de cadeaux. Je ne vais pas gâcher ma maison pour une nièce, pour quelqu'un qui n'est même pas de mon sang direct. Aïcha, ce n'est pas une question de sang, ce n'est pas une question de dette, c'est une question d'humanité, de cœur, de compassion. Tu parles de vie réelle, mais la vraie vie, c'est aider ceux qui sont faibles, protéger ceux qui souffrent, et toi, tu choisis la cruauté, tu choisis le mépris, et je suis déçu de toi. Tu peux continuer à humilier Muriel, tu peux continuer à te moquer, mais sache une chose, je ne resterai pas silencieux, je ne fermerai pas les yeux, je ne participerai pas à cette injustice. Et un jour, elle brillera, malgré tout, malgré toi, et tu regretteras peut-être de ne pas avoir été celle qui l'a protégée. Alors, l'orpheline, pourquoi le déjeuner n'est-il pas prêt? Marilyn, tes mains ne sont pas coupées. Si tu veux, tu peux préparer ce que tu veux. Quoi? Tu oses me parler comme ça? Aider? Tu crois que tu peux faire mieux que moi? Je ne dis pas que je peux mieux, je dis juste, si tu veux. Tais-toi. Tu n'as pas le droit de me parler sur ce ton, orpheline. C'est ton problème. Seigneur, pourquoi tant de cruauté? Pourquoi? Tu crois vraiment que je vais te laisser respirer tranquille ici? Tu n'es rien, juste une domestique, une orpheline, rien de plus. Tu crois vraiment que tu peux rester ici et te faire passer pour forte? Regarde-toi, petite domestique, orpheline, qui n'a même pas de voix pour se défendre. Tu crois que je vais te laisser respirer tranquille? Jamais. Je ne cherche pas à me défendre, je veux juste faire ce qui est juste, préparer ce que je peux, je ne veux pas provoquer ta colère, je ne veux pas te manquer de respect. Tu oses encore parler? Tu oses?
Tu crois que ta bonne volonté va me faire sentir de la pitié pour toi? Tu n'es rien. Rien qu'une orpheline qui rampe dans ma maison. Seigneur, donne-moi la force, ne laisse pas mon cœur se briser, ne laisse pas cette injustice m'éteindre. Oh, regarde-moi ça. Elle parle à son Dieu comme si ça allait changer quelque chose. Pauvre petite, tu crois vraiment que ton Dieu va te sauver de moi? Marilyn, je ne comprends pas, je t'ai vu, je l'ai vu, et je n'arrive pas à croire que tu aies pu faire ça. Tu as giflé Muriel, juste comme ça, comme si ce n'était rien, tu ne t'en rends pas compte. C'est méchant, profondément méchant. Oh, tu parles comme si tu étais parfait, toi, tu crois que tu sais ce que c'est de gérer quelqu'un comme elle? Elle est orpheline, elle rampe partout, et elle ose parler. Tu ne comprends pas, je lui ai juste montré sa place. Sa place? Sa place est de vivre avec dignité, Marilyn. Pas de recevoir des gifles et des humiliations tous les jours. Tu crois que parce qu'elle est orpheline, elle mérite d'être maltraitée? Tu crois que son statut de domestique te donne le droit de lui manquer de respect et de la frapper? Tu oses me juger? Tu ne sais rien de la vraie vie. Tu ne sais pas ce que c'est de vivre dans cette maison. Chaque jour, je dois montrer qui commande ici, qui a le pouvoir, et cette petite, elle me défie juste avec ses airs de supériorité. Non Marilyn, ce n'est pas ça. Pouvoir, autorité, ce n'est pas frapper quelqu'un et se moquer. Pouvoir, c'est savoir protéger, élever, montrer de la compassion. Tu crois que frapper Muriel te rend forte? Au contraire, ça te rend faible, faible de cœur, faible d'âme. Faible? Faible? Écoute-moi bien, je n'ai pas l'intention de devenir faible comme toi. Moi, je veux briller, je veux que tout le monde sache qui je suis, et cette orpheline, elle n'a rien à voir avec moi, elle est faible, inutile. Inutile? Marilyn, tu parles d'une personne qui a perdu ses parents, d'une personne qui doit vivre chez sa tante, et toi, tu frappes et humilies, tu crois vraiment que c'est être forte? Tu crois que Dieu, que le monde, approuverait ça? Je ne cherche pas l'approbation. Je fais ce qui est nécessaire pour maintenir l'ordre ici. Si elle pleure, si elle souffre, c'est sa faute. Elle n'a qu'à obéir, et ne pas me provoquer. Ouvre les yeux, ce que tu appelles ordre, ce n'est que cruauté. Regarde-toi, frapper une enfant, parce qu'elle a osé parler, parce qu'elle a osé être elle-même, c'est injuste, et tu sais au fond de toi que c'est injuste. Je ne veux pas être comme toi, je ne veux pas que notre famille devienne ce que tu es, et tu devrais réfléchir à ce que tu fais, parce que frapper Muriel, humilier quelqu'un, ce n'est pas de la force, c'est de la peur, c'est de la haine, et ça ne construit rien. Seigneur, je ne sais plus quoi faire, ma vie est pleine de douleur, de moqueries, d'injustice, mon père est parti, ma mère vit dans la pauvreté au village, et moi, je suis obligée d'être domestique dans ma propre famille, chaque jour, chaque heure, je subis l'humiliation. Seigneur, je t'ai donné mon cœur, je t'ai donné mes larmes, je t'ai donné mes peurs et mes espoirs, ne me laisse pas sombrer dans le désespoir, donne-moi la force de tenir, la force de supporter ce qui me brise. Seigneur, je t'offre ma souffrance, je t'offre mon cœur, et je sais, je crois, que tu ne m'abandonneras jamais, quoi qu'il arrive, même si la douleur continue, je resterai debout, parce que toi seul peux changer ce qui semble impossible. Alors, regarde-moi ça, l'orpheline, toujours là, toujours à ramper partout. Dis-moi Muriel, où est ton pauvre Gaston maintenant? Il t'a déjà abandonné, n'est-ce pas? Si tu veux parler, parlons, mais je te demanderai de rester poli. Poli? Oh non, pas avec moi, toi et ta pauvreté, tu n'as rien, tu es faible, tu es notre chienne, tu travailles pour nous, tu manges les restes, et tu oses te tenir là et me regarder? Ah! Quelle blague! Tu ne devrais jamais humilier quelqu'un de cette façon. Oh oui, je te vois, prête à me répondre? Tu crois que tu peux me tenir tête? Tu n'es rien, tu ne seras jamais rien. Tu parles de Gaston, tu parles de pauvreté, mais sache une chose, ce n'est pas ta cruauté ni tes moqueries qui définiront ma vie. Tu peux me rabaisser, me traiter comme une domestique, me faire manger des restes, mais tu ne toucheras jamais à ma dignité, jamais. Assez!
Quoi? Comment oses-tu? Tu oses me gifler? Je n'ai pas osé, j'ai simplement défendu ce qui reste de moi, ma dignité, mon honneur, et si tu continues à me provoquer, je le referai. Quoi? Qu'est-ce que je vois? Muriel, explique-moi tout de suite pourquoi tu as levé tes sales mains sur ma fille. Comment oses-tu? Tu as dépassé toutes les bornes. Toutes. Tante Aïcha, je n'ai fait que défendre ma dignité, elle m'a provoqué, insulté, humilié. Humilié, provoqué. Muriel, tu crois que ça justifie quoi? Que tu oses toucher ma fille? Comment oses-tu défier l'ordre dans ma maison? Moi qui t'ai donné un toit, qui t'ai nourri, qui t'ai toléré. Tante Aïcha, je n'ai jamais voulu faire de mal, mais ces mots, ces moqueries, ces insultes, elles m'ont dépassée, je ne pouvais plus rester silencieuse. Silencieuse, tu aurais dû rester à ta place. Ne jamais, relever la tête contre ma fille. Moi qui t'ai toléré, toi, orpheline sans valeur, tu oses me défier et me manquer de respect. Je n'ai pas cherché à te manquer de respect, je n'ai fait que me défendre, et je refuse de continuer à subir les moqueries. Subir les moqueries, toi, subir, tu oublies que tu es sous mon toit, que tu es mon domestique, que tu es à ma merci. Si tu crois que tu peux défier ma fille, que tu peux me défier, tu te trompes lourdement. Je n'ai jamais voulu de conflit, je veux juste vivre dignement, être respecté, même un peu. Digne, respecté, tu oses prononcer ces mots ici. Dans ma maison, je t'ai toléré trop longtemps, je t'ai laissé vivre, travailler, et voilà ce que tu me rends. Une gifle à ma fille. Une gifle. Toi, ma fille, regarde-la. Regarde cette ingrate. Elle a dépassé toutes les limites, elle a osé lever la main sur toi. Et tu sais quoi, elle ne restera plus ici. Tante Aïcha, si vous me mettez dehors, je partirai, mais sachez que je ne regrette rien, je n'ai fait que défendre ce qui reste de moi. Je ne veux plus te voir dans ma maison, va, pars, et ne reviens jamais, tu as 5 minutes. Et Muriel, où est-elle? Je ne l'ai pas vue ce matin, elle est encore dans la maison, où est-elle sortie? Muriel, ah, elle n'est plus ici, je l'ai jetée à la rue. Quoi? Tu l'as jetée à la rue? Tu es sérieuse? Tu oses me dire que tu as mis cet enfant dehors? Que tu as chassé celle qui vit sous notre toit, celle qui n'a jamais rien fait pour te nuire? Oui, je suis sérieux. Elle a osé lever la main sur Marilyn, ma fille. Elle a dépassé toutes les limites, toutes. Je n'ai pas l'intention de tolérer qu'une orpheline me manque de respect dans ma maison. Tant de méchanceté, tant d'injustice, et tu oses appeler ça discipline? Tu ne comprends pas, Muriel n'a jamais demandé à être orpheline, elle n'a jamais choisi de se retrouver sous ton toit, et toi, tu prends ton pouvoir pour l'écraser, pour la chasser, juste parce qu'elle ose se défendre? Se défendre. Ah, elle n'a fait que ce qu'elle savait faire, se croire égale à ma fille, elle a osé me défier, elle a osé lever la main sur Marilyn, et moi, je lui ai montré sa place. Si tu crois que je devrais fermer les yeux, tu te trompes lourdement. Fermer les yeux? Tu parles de fermer les yeux alors que tu as mis dehors une enfant innocente? Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce qu'elle va ressentir, seule, humiliée, dans la rue? Tu crois que c'est juste, que c'est normal? Cette cruauté, cette haine, tu crois que cela est un acte digne d'une femme, d'une mère, ou même d'une humaine? Je n'ai fait que protéger ma maison. Je n'ai fait que protéger ma fille. Elle m'a défié, elle m'a provoqué, et je ne pouvais pas rester les bras croisés. Protéger ta fille? Et détruire Muriel dans le processus, est-ce ça protéger ta fille? Tu crois vraiment qu'en brisant cet enfant, en la frappant, en la chassant, tu crois que tu lui montres le respect ou la discipline? Non. Tu lui montres juste la haine, la cruauté, et la froideur d'un cœur qui ne connaît pas la compassion. Et toi, tu veux quoi? Que je devienne faible, que je lui fasse des câlins, que je lui dise que tout ira bien? Oui, je veux que tu deviennes humaine. Que tu te rappelles que ce n'est pas parce qu'elle est orpheline, qu'elle mérite la cruauté. Que ce n'est pas parce qu'elle est pauvre, qu'elle doit être humiliée, que ce n'est pas parce qu'elle travaille pour nous qu'elle doit être traitée comme moins qu'un être humain. As-tu oublié que nous sommes censés protéger, guider, et non pas écraser ceux qui sont faibles? Tante Aïcha, ce que tu as fait, ce n'est pas de la discipline, c'est de la cruauté. Et sache une chose, je ne resterai pas silencieux. Je ne peux pas rester là et regarder cette injustice. Si Muriel revient, je la protégerai, je ne laisserai jamais quiconque
Même toi, continuez à la faire souffrir. Bonjour. Vous êtes, Je suis simplement quelqu'un qui voit ce que beaucoup refusent de voir, et je suis venu te dire ceci, écoute bien. Ta méchanceté, ton cœur dur, ta cruauté envers celle qui ne pouvait pas se défendre, tu crois que tout cela restera impuni, tu crois que tes actions ne laissent pas de traces, mais sache ceci, tante Aïcha, très bientôt, tu vas payer le prix de ta méchanceté. payer le prix, tu veux dire, quoi? Qu'une orpheline, ou un mari fâché, pourrait me nuire. Ne me fais pas rire. Tu ris, mais ton rire ne te protégera pas, ce que tu as semé, ce que tu as nourri avec tes paroles, tes gifles, tes humiliations, tout cela a un poids, et chaque injustice appelle son retour, tu crois que la vie se pliera à ta volonté, mais la vie. Tu parles comme un prophète, comme un devin, mais je ne crois pas à ces balivernes, je suis maître de ma maison, et de mes décisions, personne, jamais, ne pourra me dicter ce que je dois ressentir ou faire. Tu te crois maître, mais un jour, tu verras, un jour, tu comprendras ce que signifie semer la haine, et ce jour-là, la douleur que tu as infligée, reviendra vers toi, pas par moi, pas par des mots, mais par le cours de la vie, et crois-moi, tante Aïcha, ce jour-là, tu ne pourras plus rien contrôler. Tu me menaces. Je ne menace pas, je préviens, tu as choisi le chemin de la cruauté, tu as frappé, humilié, jeté dehors une enfant, et très bientôt, tu comprendras le prix réel de tes actes. Les murs, autrefois remplis de rires hautains et de voix moqueuses, semblaient aujourd'hui résonner de vide et de regret. Tante Aïcha était assise dans le salon, les mains jointes, les yeux fixant un point invisible devant elle. Son esprit, pourtant habitué à contrôler tout et tous autour d'elle, était troublé par une inquiétude qu'elle ne pouvait chasser. Le mari entra, le visage grave, portant un dossier de la banque sous le bras. Chaque pas qu'il faisait semblait alourdir l'air de la pièce, et les enfants, qui jouaient timidement dans un coin, sentirent immédiatement la tension. Il s'assit face à Aïcha, prenant une profonde inspiration avant de parler. « Aïcha, il faut que nous parlions, et cette fois, il n'y a rien à cacher, » dit-il, sa voix tremblante mais ferme. Le karma, la vie, le destin, ils ont frappé. Et il faut que nous soyons honnêtes, avec nous-mêmes. Aïcha le regarda, fronçant les sourcils. « De quoi parles-tu » demanda-t-elle, d'un ton hautain mais légèrement tremblant. « Tu parles en énigme comme toujours, parle clairement. » Son mari posa le dossier sur la table, laissant les papiers glisser avec un léger bruit, qui sembla résonner comme un glas. « Aïcha, nous avons perdu la maison. La banque, elle va la saisir, à cause de nos dettes. Tout ce que nous possédions, tout ce pourquoi nous avons travaillé, est en train de nous échapper. Et moi, j'ai perdu mon travail. Il n'y a plus aucun revenu. » Un frisson parcourut le corps d'Aïcha. Ses lèvres se pincèrent, mais aucun mot ne sortit. Les murs de son arrogance semblaient s'effondrer autour d'elle. Elle avait cru que sa richesse, sa supériorité et son contrôle sur les autres la protégeraient toujours, mais maintenant, la réalité la frappait de plein fouet. « Quoi » s'écria-t-elle, la voix tremblante de colère et de peur mêlée. « Comment est-ce possible ? Nous avions tout ce dont nous avions besoin, nous avions la sécurité. »« Oui, nous avions tout, » répondit son mari, sa voix lourde de tristesse et de reproche. « Mais tu as gaspillé, dépensé et accumulé. » Des dettes sans réfléchir. Tu as cru que le monde te plierait à ta volonté. Mais la vie ne se plie pas. Nous devons partir, préparer nos valises, retourner au village. Nous n'avons plus nulle part où aller. Les enfants échangèrent un regard inquiet. Marilyn et son petit frère se serrèrent la main, sentant que quelque chose de grave se jouait. La fierté et l'arrogance d'Aïcha vacillèrent pour la première fois, remplacées par un mélange de peur, de honte et de désespoir. « Et comment allons-nous vivre là-bas » demanda-t-elle enfin, la voix tremblante. « Qu'allons-nous devenir » Son mari la regarda avec un mélange de tristesse et de détermination. « Nous allons survivre, mais il faut accepter la vérité, il faut accepter ce que nous avons semé, il faut apprendre que chaque injustice, chaque humiliation, chaque arrogance a un prix.
et nous devons maintenant le payer, tous ensemble. Le silence s'installa dans la maison, lourd et pesant. Le vent semblait se moquer des illusions et des prétentions d'Aïcha, et les murs, témoins de la cruauté passée, semblaient murmurer, « Voici ce que le karma réserve à ceux qui humilient les faibles. » Aïcha sentit un nœud dans sa gorge, la peur et la honte envahissant tout son être. Ses mains tremblaient et ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne pouvait que rester là, immobile, consciente que sa vie telle qu'elle la connaissait venait de s'effondrer. Le destin avait frappé, et il n'y avait plus de refuge, plus de richesse, plus de fierté. La chute était totale. Les enfants, silencieux, commencèrent à comprendre que le monde qu'ils avaient cru solide n'était qu'illusion. Le karma avait frappé, et la seule chose qui restait à cette famille autrefois arrogante était d'affronter sa défaite et de marcher vers un avenir humble, incertain, mais inévitable. Sortir comme un souffle tremblant. Gaston, je sais que j'ai été injuste, je sais que je t'ai jugé, que j'ai été méchante, mais, peut-être que nous pourrions, reprendre, nous donner une seconde chance. Gaston leva les yeux vers elle, son regard à la fois doux et perçant. Il fit un pas en avant, mais sa posture restait ferme, sa voix calme, glaciale même dans sa douceur. Marilyn, écoute-moi très attentivement, dit-il, chaque mot frappant comme un coup sec. Ce que tu appelles une seconde chance n'existe plus. Parce que je ne peux pas, et je ne veux pas, être avec quelqu'un qui m'a jugé, rabaissé, humilié, qui a cru que je n'étais rien. Marilyn cligna des yeux, incrédule, un frisson de peur et de désespoir traversant son corps. Mais, je t'aime, je veux juste réparer. Gaston secoua doucement la tête, un léger sourire triste aux lèvres, et son ton devint plus ferme. L'amour, Marilyn, l'amour véritable ne s'achète pas avec des regrets, et ne se donne pas à ceux qui ne savent pas voir la vérité. Muriel, elle est unique, pure, courageuse, et elle m'aime pour ce que je suis vraiment, pour ce que je suis devenu. Marilyn recula légèrement, ses mains tremblantes, les larmes inondant son visage. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Muriel, mais, balbutia-t-elle, incapable de finir sa phrase. Mais, tu m'avais dit, tu étais pauvre, Gaston sourit, un sourire qui n'avait rien de moqueur, mais qui tranchait profondément dans l'orgueil de Marilyn. Pauvre? Répéta-t-il doucement mais percutant. Marilyn, je n'ai jamais été pauvre. Jamais. J'ai laissé croire, j'ai laissé cette illusion, pour que tu montres ton vrai visage. Et maintenant, regarde-toi. Regarde ce que tu as perdu. Je suis le directeur général de Harijas Group. Je construis des entreprises, je dirige des équipes, je crée des emplois, et toi, tu as choisi de rire, d'humilier et de mépriser quelqu'un de sincère. Marilyn s'effondra presque, les mains sur le visage, les jambes tremblantes. Chaque mot de Gaston semblait brûler son cœur. Le regret l'a consumé, un poids écrasant qui l'a plongée dans une douleur amère qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Je ne savais pas, murmura-t-elle, la voix brisée, incapable de formuler une excuse qui pourrait réparer quoi que ce soit. Gaston la regarda un instant, le cœur lourd mais le regard fier. Tu ne peux pas revenir en arrière, Marilyn, et tu ne pourras jamais effacer ce que tu as fait. Muriel a été là, quand j'avais besoin de soutien. Elle a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Et aujourd'hui, elle est à mes côtés, et moi, je l'aime, profondément,
sincèrement, et je ne te laisserai jamais troubler ce que nous avons construit ensemble. Marilyn tomba à genoux, la pluie tombant sur elle comme pour laver ses illusions et son arrogance. La honte, la douleur, le regret, tout l'engloutissait. Elle comprit, dans ce moment silencieux mais violent, que la vie venait de lui rendre exactement ce qu'elle avait semé, le mépris pour ceux qu'elle pensait inférieurs et la perte de celui qu'elle aimait réellement. Gaston fit un pas en arrière, posa un regard final sur elle et murmura, comme une vérité immuable, « Regarde bien, Marilyn, c'est ce qu'on appelle le karma, et maintenant, c'est toi qui dois vivre avec ton choix. » Marilyn resta là, seule, tremblante, le visage ruisselant de larmes et de pluie, incapable de bouger, incapable de parler. La rue, le vent et la pluie semblaient applaudir silencieusement le triomphe de Muriel et la justice implacable de la vie. Le monde avait parlé, et Marilyn venait de comprendre, amèrement, qu'elle avait perdu tout ce qui comptait. Le soleil se levait doucement sur la ville, baignant tout d'une lumière dorée, comme pour célébrer un nouveau départ. Muriel, le cœur léger et le sourire aux lèvres, tenait son diplôme dans les mains, symbole de ses sacrifices, de sa persévérance et de son courage. À ses côtés, Gaston la regardait avec fierté et tendresse, comme s'il voyait dans ses yeux toute la force et la beauté de son âme. « Merci » murmura Muriel, la voix tremblante d'émotion. « Merci pour tout, pour ton soutien, pour ta patience, pour m'avoir toujours cru, même quand moi, je doutais de moi-même. » « Merci » murmura Muriel, la voix tremblante d'émotion. « Merci pour tout, pour ton soutien, pour ta patience, pour m'avoir toujours cru, même quand moi, je doutais de moi-même. » Gaston lui serra doucement la main et répondit avec un sourire chaleureux. « Toujours, Muriel, inconditionnellement. Parce que tu es exceptionnel, et parce que je crois en toi, aujourd'hui et toujours. » Ensemble, ils avancèrent sur le chemin de la vie, main dans la main, prêts à affronter tous les défis, mais confiants dans leur amour et leur force commune. Derrière eux, le passé restait derrière, tandis que devant eux, le futur s'ouvrait, lumineux et plein de promesses. Et pour la première fois depuis longtemps, Muriel sentit le vrai goût de la liberté, du respect et du bonheur. Son sourire éclatant illuminait tout autour d'elle, et dans son cœur, elle savait que l'amour véritable et le courage triomphent toujours.